Par ailleurs, la vision de l'homme et de la nature, le XVIIIe siècle est un siècle fascinant sur le plan des domaines, c'est à ce moment-là que vont se forger beaucoup de questions. Il y a des gens comme Rousseau qui vont proposer l'idée que la nature est bonne, que la nature de l'homme est bonne, etc. etc. Au muséum, on a... maintenant, je suis prof au muséum d'histoire naturelle à Paris, au Jardin des Plantes. On a eu un directeur qui s'appelait Bernardin de Saint-Pierre, qui était particulièrement gratiné sur ce plan-là, puisqu'il a écrit un livre, 2 livres d'ailleurs, Les harmonies de la nature, et dans lequel il propose l'idée que toute la nature est faite pour le bien de l'homme. L'exemple le plus extraordinaire qu'il choisit, qui est devenu célèbre, c'est que les melons ont des dessins de tranches pour être mangés en famille. Une vision vraiment béate de la bonté de la nature à notre égard. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et à l'époque, un des grands naturalistes, bien plus important d'ailleurs que Bernardin de Saint-Pierre, c'est Buffon, et Buffon, lui, a une vision toute différente de la nature. La nature, de la nature, justement, il parle de la nature sauvage, et il va dire les choses suivantes. Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Alors, il va parler du haut, du bas, du milieu. Je vais vous dire ce qu'il en pense. Alors, les parties élevées, des arbres sans écorce, c'est un peu long, je vais juste vous donner quelques extraits. Des arbres sans écorce et sans cils, courbés, rompus, tombant de vétusté, d'autres en plus grand nombre, gisant au pied des premiers pour pourrir sur des monceaux déjà pourris. Voilà, alors la nature paraît ici dans sa décrépitude, c'est qu'un espace encombré par ces vieux arbres, chargé de plantes parasites, de liquides, d'acarides, fruits impurs de la corruption. Ça, c'est le haut. Le bas. Dans toutes les parties basses, des eaux mortes et croupissantes, faute d'être conduites et dirigées, qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repères aux animaux immondes. Entre les marais infects occupent les lieux bas. Les forêts décrépites qui ont été arrivées, des espèces de landes, des mauvaises herbes étouffent les bonnes, des herbes dures et épineuses qui forment une bourre grossière épaisse de plusieurs pieds. Et l'homme là-dedans, obligé de suivre les sentiers de la bête farouche. Allez, j'y allais pas avec le dos de la cuillère à l'époque. Rebrousse chemin et dit « La nature brute est hideuse et mourante. » C'est pas... C'est une phrase forte pour un naturaliste. C'est moi seul qui peut la rendre agréable et vivante. Alors desséchons les marais, mettons le feu à cette bourre superflue, à cette vieille forêt déjà consommée, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc du nénuphar de crapaud composait son venin, nous verrons paraître la renoncule, des troupeaux, le bœuf soumis aux joues, va sillonner la terre, qu'elle rajeunisse par la culture. Une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultive. Vous voyez qu'entre Rousseau et Buffon, il y a un monde. On est à l'époque des Lumières, mais il y a sur la nature, en fait, des divergences de vues totales. Ce texte-là, moi, je crois entendre les cours que j'ai eus quand j'étais étudiant à l'agro dans les années 70. Je me souviens d'avoir vu le directeur de l'agro, après, quand j'étais enseignant, me parler du sentier écologique de Grignon, en me disant « Mais c'est un tas de broussailles, il faudrait nettoyer tout ça. » Je dis « Non, non, justement, c'est un sentier écologique, le jeu consiste à... » Ça, c'était... Voilà, donc la nature bonne, la nature adomestiquée par la force, voilà deux visions qui vont évidemment se rencontrer non seulement sur le terrain de la nature en général, mais de la nature humaine en particulier. Oui. Mais à l'époque, est-ce que les deux ils avaient peut-être raison tous les deux, quand on le remet à l'époque, dans le contexte? Moi je pense que aujourd'hui encore. Des passages obligés pour faire... Aujourd'hui encore, ils ont raison tous les deux, mais à l'époque déjà, les grandes déforestations du Moyen-Âge avaient donné des catastrophes. Par exemple, moi j'ai travaillé pas mal dans la région de Montpellier. La garrigue, c'est un endroit très sympathique, mais enfin ça nourrit pas grand monde. Au Moyen-Âge, c'était des terres fertiles. À force de faire comme ça, ils ont nettoyé toutes les terres, et maintenant il n'y a plus moyen de cultiver quoi que ce soit. Donc ils auraient pu se rendre compte aussi qu'il fallait faire un peu attention à ça. Alors, je dis, il y a d'autres textes où Buffon, et d'ailleurs c'est pareil, Descartes, on reproche beaucoup à Descartes sa fameuse phrase dans laquelle l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Alors, mais sans doute que l'idée d'être maître et possesseur, à l'époque, ça impliquait des devoirs plus grands qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je suis maître et possesseur de quelque chose, si j'ai envie de le foutre en l'air, j'ai le droit de le foutre en l'air. À l'époque, on avait une responsabilité vis-à-vis du patrimoine dont on héritait. Donc, je pense que les deux ont toujours raison d'une certaine façon. Je ne voyais pas sous cet angle-là, je voyais sous l'angle, en fait, de l'époque où le poids de la religion était tel que la nature ne pouvait pas être regardée d'une manière
différentes, et c'est le moyen d'introduire ce regard sur la nature. En toute sincérité, je pense que ni Rousseau ni Buffon n'étaient très influencés par la religion. Non, mais les autres. Oui, mais Buffon et Rousseau sont opposés. Et pour chacun des deux, c'est pas une attitude religieuse qui prime. C'est pas ça que je dis. Allez-y. C'est pas ça que je dis, c'est dans le contexte, c'est-à-dire pour faire passer des idées aux autres. Il faut sortir de ce poids qui, de toute façon, était l'athéisme maintenant quasiment inexistant à l'époque. Le poids du créateur, qu'on l'appelle comme on veut, était omniprésent. Et pour pouvoir amener dans les idées d'évolution, cette idée de pouvoir intervenir, que l'homme puisse intervenir, il faut des oppositions et des... Écoutez, sincèrement, je pense pas. Je pense pas parce que on a au contraire aujourd'hui dans les débats sur les questions de savoir comment l'homme traite la nature. Beaucoup de théoriciens reprochent à la religion, aux religions chrétiennes, au moins judéo-chrétiennes d'ailleurs en général, cette domination de l'homme sur la nature. En fait, nos religions sont des religions où l'homme est placé plus ou moins en dehors de la nature, avec pour mission déjà de nommer les espèces, bon, mais en plus une espèce de position dominante telle qu'il est beaucoup moins responsable dans nos religions de ce qui se passe que dans des endroits où l'animisme par exemple prévaut. Si vous allez en Amazonie, en Afrique, en Australie, vous trouverez des gens qui pensent que si on tue un animal dans le totem de leur village, c'est eux qu'on tue. Donc je ne suis pas sûr, moi, que la religion, notre religion, ait beaucoup protégé la nature contre l'action humaine. Enfin bon. Non, c'est pas ça. On pourra en reparler, mais je pense que chacun des deux, que ça soit Bernardin qui lui dit que tout est bon, ou Buffon qui dit que tout est mauvais, en quelque sorte, spontanément, il s'agit d'une certaine vision de la nature par rapport au progrès. Et on retrouve aujourd'hui les mêmes débats. On retrouve aujourd'hui les mêmes débats. Bon, à l'époque, je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais des débats commencent aussi pour savoir si les espèces s'éteignent et pour savoir si les espèces se sont transformées. Et par exemple, alors il y a un de mes deux Maillet, qui est un érudit de l'époque, qui écrit sous le titre Téliamède, c'est son nom à l'envers pour pas qu'on le reconnaisse, une grande cosmogonie où il explique que toutes les espèces et les roches sont sorties de la mer. Et alors il y a Voltaire dans un conte, vous avez sûrement chez vous les contes de Voltaire, mais vous avez lu que Candide et peut-être Zadig, et puis les autres on s'en fout. Donc il y en a un qui s'appelle L'Homme aux 40 écus, qui est assez rigolo à lire pour un biologiste, parce que Voltaire règle ses comptes avec la biologie de l'époque. Et donc il se moque confortablement de Téliamède, je ne vais pas vous lire tout ça, mais il compare l'idée que les espèces se sont transformées aux métamorphoses de vide, et ça il faut aussi, c'est un truc important à comprendre. Au XVIIIe siècle, on a fait un progrès, on a rejeté les métamorphoses entre espèces. Et donc quand quelqu'un arrive en proposant l'idée que les espèces se sont transformées, il a l'air d'un dangereux rétrograde, parce que la modernité, c'est de dire que les espèces sont fixes. Ça, c'est un phénomène assez courant. On a découvert un truc, on en est tellement fiers qu'on va acheter tout ce qui ne ressemble pas à ça, même ce qui était vrai. Avec le génétique par rapport à l'épigénétique, par exemple, on assiste à la même chose au XXe siècle. Voilà, donc il se moque de Téliamède en le comparant à Ovide, et puis donc il invente un dialogue entre Téliamède et lui, et Téliamède lui propose l'idée qu'il y a la preuve que la mer a été là, c'est qu'il y a plein de coquilles, et Voltaire conclut: j'aime mieux croire que des pèlerins de Saint-Jacques ont laissé quelques coquilles vers Saint-Maurice que d'imaginer que la mer a formé le Mont Saint-Bernard. Donc s'il y a des coquilles d'huîtres pétrifiées, c'est parce qu'il y a des pèlerins de Saint-Jacques qui ont largué leurs coquilles sur le chemin. Et ça n'a rien à voir avec des phénomènes géologiques. Donc vous voyez qu'au XVIIIe siècle, même des esprits très ouverts comme Voltaire sont très, au contraire, à la modernité, c'est de croire à la fixité des espèces. Et il y a un dogmatisme très fort là-dessus. L'idée que les espèces peuvent s'éteindre simplement, eh bien, Buffon et quelques autres en avaient parlé un peu au XVIIIe, mais c'est seulement vraiment à la fin du XVIIIe, au tournant du XIXe, que Cuvier va le découvrir. Alors oui, on commence à se rapprocher. Cuvier, la plus grande découverte de Cuvier, c'est l'extinction des espèces. En fait, il étudie des grands fémurs, des grands ossements, dont des fémurs qu'on trouve dans les gypses de Montmartre,
Et quand vous trouvez un fémur de 2 mètres de long, ça fait belle lurette quand on trouvait des fémurs de 2 mètres de long dans les gypses de Montmartre. À quoi on attribuait ça? Une vision biblique. Ah mais c'était quoi la bestiole? Comment? Un géant. Des géants, ouais, bien sûr, des géants. Il y avait des traités sur les géants, et les géants faisaient en moyenne 12 mètres, mais je crois qu'ils ont des écrivains qui allaient jusqu'à 100 mètres, etc. Bien sûr. Hein. Et donc, il va falloir que Cuvier démontre que ces grands fémurs-là, non seulement ils sont grands, mais en plus ils n'ont pas du tout une forme compatible avec la forme d'un corps humain, et que le machin qui portait ça devait ressembler plus à un éléphant qu'à un humain, et qu'il était immense. Ça vaut le coup d'aller voir le mammouth à la galerie de paléontologie du muséum, parce qu'on a du mal à s'imaginer comment c'est grand ce truc-là quand même. Hein. Attendez à côté. Et donc, non seulement ils découvrent l'existence des mammouths, mais ils découvrent leur extinction, ce qui est bien plus important. Le monde n'est plus immuable. Les espèces n'ont plus une loi éternelle de reproduction et de multiplication. Mais pour Cuvier, ça ne change pas grand-chose d'autre. Pour des raisons qu'elles soient scientifiques ou idéologiques, on n'en sait rien. Mais Cuvier refuse l'idée que les espèces se transforment. Pour lui, elles s'éteignent toutes par des phénomènes de type déluge. Et après, elles réapparaissent, on ne sait pas comment. Voilà, en même temps que Cuvier, donc toujours tournant 18e, 19e, il y a Lamarck, au muséum aussi. Lamarck qui va donc proposer l'idée que les espèces se transforment, lui, et proposer cette idée sur la base de mécanismes qui sont des mécanismes auxquels tout le monde croit à l'époque, qui sont donc, ce qui est devenu d'ailleurs l'hérédité lamarckienne en France, dans le livre international, hein, l'hérédité des caractères acquis. Alors on pourrait difficilement reprocher à Lamarck d'avoir cru l'hérédité des caractères acquis. Je pense qu'il n'avait pas un seul de ses contemporains qui ne croyait pas. D'ailleurs, ça c'est une gravure du 19e siècle qui vous montre typiquement un type qui a perdu sa jambe dans un accident et qui est tout fier de retrouver chez son fils qui vient de naître sa caractéristique. Donc ça, le 19e, ça pose de problème à personne. Simplement, Lamarck va pousser le bouchon très très loin. Et c'est pas seulement les effets comme ça. Il va imaginer des trucs complètement fous. Il faut vous rendre compte. Vous voyez, on est là il y a 200 ans. Hein, exactement. Hein, Lamarck a écrit la philosophie zoologique en 1809, hein, l'année même de la naissance de Darwin. Donc il y a à peu près exactement 200 ans. Et je voudrais vous montrer 2-3 petits passages pour que vous voyez un petit peu. Donc il dit que les oiseaux ont pris l'habitude de gonfler leurs poumons pour accroître leur volume et se rendre plus légers. Alors ça déjà... Aujourd'hui, dès la fin du primaire, normalement, on sait que ça ne marche pas, que c'est pas parce qu'on gonfle ses poumons qu'on devient plus léger, mais dans l'eau aussi. Alors, a fait contracter à cet organe une adhérence aux parties latérales de la poitrine et à l'hilaire qui était retenu et raréfié par la chaleur du lieu, dans le cas de percer le poumon et les enveloppes environnantes. Alors, c'est vrai que les poumons des oiseaux ont des invaginations qui vont rentrer dans les grands os qui sont creux. Mais là, vous voyez que c'est l'air qui est retenu et raréfié qui creuse les poumons. Il de pénétrer dans presque toutes les parties du corps, à l'intérieur des grands os qui sont creux et jusque dans les tuyaux des grandes plumes. Et c'est là qu'il y a la partie la plus extraordinaire, il y a une note infrapaginale qui va parler des chauves-souris. Alors, si les oiseaux ont leurs poumons percés par la suite de leur habitude de s'élever dans le sein d'air, on demandera pourquoi les chauves-souris n'ont pas aussi des plumes et des poumons percés. Je répondrai qu'il me paraît probable que les chauves-souris ont un système d'organisation plus perfectionné chez les oiseaux, et donc un diaphragme complet qui borde le gonflement de leurs poumons n'ont pu réussir à les percer, ni à se gonfler suffisamment d'air pour que l'influence de ce fluide, arrivant avec effort jusqu'à la peau, donne à la manière cordée des poils la faculté de se ramifier en plumes. Vous voyez que ce n'est pas seulement de l'hérédité lamarckienne chez Lamarck, hein, c'est toute une biochimie, biophysique de l'organisme. Hein. Il est vitaliste, il ne croit pas, il refuse Lavoisier. Et c'est tout un fonctionnement où les efforts, alors ça ne peut pas être rigolo parce que vous avez tout le temps des efforts dans ces textes. Hein. Vous voyez, l'air arrive avec effort jusqu'à la peau. Et c'est les efforts qui vont créer des transformations physiques qui seront transmises à la descendance. Alors, deuxième exemple, pour vous dire que c'est pas anecdotique ce que je vais vous dire, pourquoi est-ce que ces bêtes-là ont des trucs sur la tête? Eh bien,
dans leurs accès de colère qui sont fréquents, leurs sentiments intérieurs par ces efforts dirigent plus fortement les fluides vers cette partie de la tête, et il s'y fait une sécrétion de matière cornée et de matière osseuse chez les autres qui donnent lieu à des protubérances solides, d'où les cornes et les bois. Donc vous voyez que quand on vous dit que Lamarck c'est un peu délire, c'est vraiment délire, c'est vraiment de la science du XVIIIe siècle, c'est pas encore une science moderne. 50 ans après, si vous lisez Darwin, ça n'a rien à voir. Lire Lamarck aujourd'hui, c'est juste faire un travail d'historien des sciences pour voir comment on pensait à cette époque-là. Lire Darwin aujourd'hui, ça peut vous donner des idées pour aujourd'hui. Pas du tout dans la même chose. Vous connaissez tous l'histoire de la girafe, donc qui effectivement fait des efforts pour aller manger les feuilles des arbres, et du coup son cou s'allonge progressivement, enfin de génération en génération. Voilà, donc alors il parle aussi là pour les autruches, c'est pareil, puisqu'elles ne peuvent pas voler, elles sont obligées de tendre le cou pour manger. D'autre part, il y a tout un passage, alors dans la barque, il y a quand même tout un passage sur l'homme. Et alors ça, c'est extraordinaire, parce que, il commence par, si l'homme était distingué des animaux qui relativement, bon, il y en a 10 pages, je ne vais pas pouvoir vous les lire toutes, mais qui relativement à son organisation, il serait aisé de montrer que les caractères d'organisation dont on se sert pour en former avec ses variétés, vous voyez qu'on est bien chez l'homme et ses variétés, il n'y a pas de... Une famille à part sont tous le produit d'anciens changements dans ses actions et des habitudes qu'il a prises qui sont devenues particulières aux individus de son espèce. Et il va commencer à nous faire un texte extraordinaire. Si une race quelconque de quadrumans, surtout la plus perfectionnée, perdrait par la nécessité de circonstance ou par quelque autre cause l'habitude de grimper dans les arbres et d'en empoigner les branches avec les pieds comme avec les mains pour s'y accrocher, et si les individus de cette race, pendant une suite de générations, étaient forcés de se servir de leurs pieds que pour marcher, et cessaient d'employer leurs mains comme des pieds, il n'est pas douteux, d'après les observations exposées là, que les quadrumans ne fussent à la fin transformés en bimanes et que le pouce de leurs pieds ne cessât d'être écarté des doigts, ces pieds ne leur servant plus qu'à marcher. Et puis ça va continuer, ils sont dans la savane, ils regardent au loin, du coup ils se redressent, ils vont se mettre à discuter entre eux, et du coup ça va changer la manière dont est faite leur bouche, etc. Ainsi à cet égard, les besoins auront tout fait, ils auront fait naître les efforts, et les organes propres aux articulations des sons seront développés. Telles seraient les réflexions qu'on pourrait faire si l'homme considéré ici comme la race féminine en perfection n'était distingué des animaux que par les caractères de son organisation et sinon de son origine n'était pas différente de la leur. Donc vous voyez la précaution oratoire de la fin. Il n'ose pas dire que l'homme... Enfin, il a dit pendant 10 pages que l'homme était fabriqué à partir d'un singe, mais il dit dans les 3 dernières lignes que tout en fait, c'est pas possible puisqu'il est indépendant. Je vais vous dire que ce que je trouve extraordinaire, c'est que la plupart des paléoanthropologues français, quand ils vous expliquent la naissance de l'homme, vous refont du Lamarck. Ils disent qu'ils ont redressé, ils ont regardé au loin, nanana, etc. C'est incroyable. Et alors, du coup, voilà. Autre aspect intéressant de Lamarck, il a longtemps pensé qu'il existait des espèces constantes. Mais il écrit en 1802, maintenant je suis convaincu que j'étais dans l'erreur à cet égard et qu'il n'y a dans la nature que des individus. Donc c'est la transition 18e, 19e qui va voir la disparition de l'espèce en tant que base de ce que c'est qu'un être vivant, avec les individus étant des représentants de l'espèce, et le basculement se produit à ce moment-là, où il dit je donne mon espèce à toute collection d'individus. Donc une espèce devient une collection d'individus, et non plus une entité créée avec un type. Lamarck croit lui aussi à une chaîne des êtres, mais cette chaîne est branchée à cause des conditions, des circonstances de la vie des organismes. Vous voyez que si jamais, vous voyez, vous êtes ici, et puis là, vous pouvez soit devenir un insecte, soit partir vers le fait de devenir un ver, un mollusque. Et puis une fois que vous êtes là, vous allez devenir un poisson, mais après, vous pouvez soit devenir un oiseau, soit devenir un amphibien, et puis une fois que vous êtes amphibien, vous pouvez partir vers faire, etc. Mais comprenez bien que pour Lamarck, toutes ces formes sont des formes actuelles. Il ne s'agit pas d'un arbre, il s'agit d'une chaîne rameuse, comme il dit. C'est-à-dire, pour comment ça se fait, et pourtant les vers se transforment effectivement en insectes ou en annélides, etc., etc. Comment ça se fait qu'il y ait des vers et des annélides en même temps? Vous voyez pas? Eh bien parce qu'il y a de la génération spontanée tous les jours.
Donc constamment sont fabriqués, mais la génération spontanée, à l'époque de Lamarck, on ne croit plus que les souris naissent du linge sale, par exemple. On croit que la génération spontanée fabrique des choses très très simples. Mais une fois que ces choses simples sont fabriquées, eh bien elles sont prises dans un mouvement de complexification. Une loi de composition croissante, dit Lamarck. Et donc, effectivement, ceux qui sont là, eh bien, c'est qu'ils sont apparus il n'y a pas très longtemps, ils n'ont pas encore le temps de faire mieux. Ceux qui sont là, ils sont apparus il y a très longtemps. On appelle ça le modèle de l'escalier mécanique. Il y a constamment des nouvelles marches qui arrivent, mais dès qu'elles sont là, elles vont monter. Et donc il y a vraiment une chaîne des êtres avec des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. C'est quand même terrible qu'aujourd'hui encore on parle d'animaux supérieurs ou d'animaux inférieurs. Cette fameuse chaîne des êtres, cette supériorité de l'homme sur la nature, etc., là elle est vraie, dans un modèle comme celui-là. Le malheur c'est qu'il y a 150 ans qu'on sait que c'est faux. On ne devrait plus employer l'expression de plantes supérieures ou d'animaux supérieurs. J'ai encore entendu, dans une émission qui passera à France Inter les 20 et 21, sur la biodiversité, un spécialiste des méduses en Corse qui nous disait que les méduses sont des animaux primitifs. Moi j'avais un prof à l'agro qui nous disait qu'il n'y a de primitif que le cerveau des gens qui pensent qu'il existe des choses primitives. Mais c'est difficile de sortir de cette idée. Parce qu'il y avait des trucs qui ressemblaient à des méduses avant, les méduses actuelles sont primitives. Les méduses actuelles, elles sont aussi évoluées que nous. Bon.